Préparer le projet pour le marketplace. Comme vous le savez probablement déjà, mon projet est maintenant rendu disponible sur le marketplace, mais ça n'a pas été aussi facile que simplement l'uploader. Il a fallu que je fasse quelques changements au projet pour qu'il soit compatible avec les règles du marketplace. Et comme j'ai l'intention de continuer à mettre à jour notre projet dans notre série tutoriel ainsi que le projet qui est sur le marketplace, ça ne me tente pas de maintenir deux projets en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est répliquer les mêmes modifications que j'ai dû faire pour le marketplace. Mais bon, tout ça pour dire que la vidéo d'aujourd'hui, elle va pas rajouter aucune mécanique, on va pas implémenter une nouvelle feature, on va simplement réparer un petit bug ou deux, mais on va principalement renommer des assets et les mettre dans les bons dossiers pour que ça soit compatible avec les règles du marketplace. Donc, on est parti. Et donc, la façon que ça fonctionne, quand on essaie d'uploader notre projet sur le marketplace, Unreal passe tout d'abord au travers et il doit l'approuver. Donc, il y a une liste de points qu'il doit être respecté quand on essaie d'uploader notre projet sur le marketplace. Comme ça fait en sorte que tous les projets qui sont sur le marketplace sont structurés de la même façon. Et bon, j'avais lu de mon côté la liste des prérequis avant d'envoyer mon projet. Évidemment, j'ai essayé de les respecter le plus possible, mais il y avait des points que j'avais manqués. Et c'est ces points-là qu'on va modifier et qu'on va réparer. Donc, premièrement, on a la structure de notre projet qui n'est pas faite de la bonne façon, donc on va restructurer notre projet. Ensuite, on avait des assets plus démonstration, donc les assets qui nous servaient d'exemple, donc les unités et nos niveaux vont devoir être déplacés dans un autre dossier qui s'appelle démo. Comme ça, les utilisateurs vont pouvoir savoir que ces assets-là sont vraiment juste en type de démonstration. Et ensuite, il y avait des préfixes qui étaient manquants pour certains de nos textures Blueprint et Widget Blueprint. Donc, on va rajouter ces préfixes-là en avant. Comme ça, notre projet va avoir une bonne nomenclature pour tous ces assets. Et c'est pas mal tout. Donc, on est parti. Mais par contre, dernière chose avant qu'on commence, faites sûr que vous avez une copie de votre projet, soit dans Source Control, comme moi, dans mon cas, je l'ai dans Git, ou alors n'importe où. Donc, si vous voulez faire une copie de votre projet ou quelque chose comme ça, parce qu'on va modifier beaucoup d'assets, on va renommer beaucoup de fichiers et parfois ça peut causer des erreurs qui sont un peu vraiment difficiles à réparer. Donc, faites sûr d'avoir un backup de votre projet avant de commencer à renommer un peu tout. Donc là, maintenant que le disclaimer est fait, on est parti. Et la première chose que je vais faire, c'est renommer mon projet au complet parce que dans le fond, je veux pas que mon projet sur le marketplace s'appelle Tactical Tutorial. C'est un peu étrange. Donc je vais juste le renommer Turn-Based Tactics. C'est le nom du projet que j'ai décidé d'avoir sur le marketplace. Donc le voilà. J'ai renommé le dossier de mon projet et à l'intérieur, j'ai aussi mon UProject qu'il faut qu'on renomme. Donc je vais juste le renommer Turn-Based Tactic.UProject. Et c'est tout. Maintenant, on devrait pouvoir l'ouvrir. Et maintenant qu'Unreal est ouvert, on devrait pouvoir voir que notre projet a bien changé de nom ici en haut à droite et que ça n'a pas causé aucun problème parce que renommer le projet, c'est pas un problème. C'est super facile de renommer le projet dans Unreal, mais par contre, le problème arrive quand on essaie de renommer nos assets comme qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire un backup. Surtout pour les assets, le projet, c'est pas vraiment un problème. Et donc, maintenant, pour nos assets, la première chose qu'on va devoir faire, c'est nous créer un nouveau dossier comme root de tous nos assets qui sont dans notre projet parce que c'est un des prérequis qui était fourni dans la liste. Il faut qu'on ait un dossier qui est root de tous nos autres assets qui se nomme relativement de la même façon que notre projet. Donc, dans mon cas, je vais simplement le nommer Turn-Based Tactic comme le nom du projet exactement. Donc, je vais juste me faire un nouveau dossier ici que je nomme Turn-Based Tactic et je vais prendre tous mes autres assets ici et les déplacer à l'intérieur. Move here. Donc voilà, Unreal a fini de travailler. Donc j'ai encore des dossiers fantômes ici. Je vais simplement faire un fix-up redirecteur, faire sûr que tous mes redirecteurs sont réparés. Donc tout, on va les laisser travailler encore une fois. Voilà. Mes dossiers fantômes sont encore ici, donc je vais juste les supprimer manuellement ici. Delete. Voilà. On est de retour dans le route de notre content et on a un seul dossier juste ici qui s'appelle Turn-Based Tactic et qui contient tout le reste du content de notre projet. Donc nos art, blueprint et maps sont à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un save all ici, faire sûr que tout est bien sauvegardé et fermer mon projet et le réouvrir pour faire sûr que tout fonctionne très bien encore. Donc, on ferme le projet et on le réouvre. Unreal va ouvrir le projet dans quelques instants. Voilà, c'est ouvert. Et maintenant, je n'ai pas d'erreur dans le log, je crois. Donc, je vais juste regarder si je n'ai pas de rouge. Je n'ai pas de rouge, donc on dirait que ça fonctionne bien. Par contre, on peut voir que la map par défaut n'est plus liée comme il faut parce qu'on vient de la renommer. Mais bon, on va réparer ça un petit peu plus tard. Deuxième chose qu'il fallait faire, c'est avoir un dossier démo qui va contenir nos art et nos maps, qui sont des assets qu'on sert vraiment juste en exemple tout au long du projet. Donc, je vais me créer un nouveau dossier ici que je nomme démo. Voilà. Et je vais déplacer mon dossier Art et Map à l'intérieur de mon dossier de démo. Move here encore une fois. Et voilà, donc Unreal a fini de travailler. Je vais faire la même chose. Je vais refaire un fix-up redirecteur, faire sûr que tous mes redirecteurs sont très beaux. Ensuite, à l'intérieur de mon dossier ici, je ne devrais plus avoir besoin de mon dossier de Art parce qu'il est maintenant dans mon démo. Donc, je peux juste le supprimer. Et à l'intérieur de mon démo, j'ai mes Art et mes Maps qui sont juste ici. Je vais juste faire un save all, faire sûr que tout est bien sauvegardé, fermer le projet et le réouvrir. Et une fois qu'il est réouvert, je vais re-regarder le log, faire sûr qu'il n'y a pas de rouge à l'intérieur. Et je n'ai pas de rouge dans mon log, donc on dirait que les assets ont toutes bien loadé. Et pour faire sûr que le jeu fonctionne encore, je vais simplement ouvrir mon level de main menu, commencer mon level, faire sûr que ça fonctionne bien. Voilà. Ah, mon pawn ne fonctionne pas. OK. Donc, on va réparer notre pawn et notre level name. Donc, on va aller juste faire ça. Puis ici, on va aller dans Edit Project Settings et on va aller dans nos Map and Mode qui sont juste ici.
Et maintenant, on n'a plus le default game mode assigné ainsi que nos levels. Donc, on va juste les réassigner. Par défaut, je veux mon BPGM pour le default game mode qui va réassigner le pawn et le player controller. Et ensuite, pour notre level, par défaut, je veux utiliser mon level d'entry qui est main menu ici. Level main menu. Et je vais chercher pour level main menu pour en bas ici aussi. Voilà. Donc maintenant, les maps par défaut devraient être bien setées comme avant. Je peux faire play. Maintenant, ça m'ouvre et voilà, j'ai mon menu qui apparaît. Et si je rentre dans ma map de debug, voilà, je devrais. Et voilà, ça load ma map de debug. Maintenant, je peux spawner ma grille. Si je veux, je peux changer mes maps comme je faisais avant. Voilà, voilà. On a notre grille et tout. Et on peut retourner au main menu. Voilà, on dirait que tout fonctionne bien, même si on a tout renommé le projet. Ensuite, il reste encore un petit peu de nettoyage à faire dans le dossier d'unité qui était dans notre dossier de Art. Parce que si je vais dans mon dossier de Art, ici dans Units, on a des assets qui ne sont pas des assets d'exemple. On a une interface ici et deux enums. Donc, ces enums-là sont quand même importants aussi. Donc, on va les déplacer à l'intérieur de notre dossier de Blueprints. Donc, dans Blueprints, ici, on avait aussi dans Core un dossier d'unité, ici, et un dossier de Utilities à l'intérieur de notre unité. On va mettre nos assets à l'intérieur. Donc, je vais aller dans mon démo Art Units qui est juste ici, prendre mes trois assets et les déplacer à l'intérieur de mon Utilities folder qui est à l'intérieur de mes units ici dans mes blueprints. Voilà, donc ils sont déplacés ici. Encore une fois, même chose, je vais faire un fix-up redirecteur, voilà. Et là, je ne vais pas réouvrir Unreal juste parce que je n'ai pas renommé tout plein de dossiers. Donc, ça ne devrait pas être trop pire. Mais par contre, là, on va créer d'autres dossiers encore une fois. Si je m'en vais dans mon dossier de Art et dans mes units, ici, les prérequis demandent que chaque type d'asset soit mis dans des dossiers différents. Donc, il me faut un dossier pour mes blueprints, mes animation blueprints qui sont ici, un dossier pour mes animations de mon unité, un dossier pour le mesh de mon unité et un dossier pour les textures qui sont utilisées par mon unité. Donc, tous ces assets-là ici vont devoir être mis à l'intérieur de d'autres dossiers et c'est un petit peu du trouble et c'est long à créer, mais bon, il faut le faire. Donc, on va le faire. Un nouveau dossier ici que je vais appeler Animation Blueprint. Animation Blueprints. Ensuite, je vais faire un autre dossier que je vais nommer Animations. Ensuite, un autre dossier que je vais nommer Texture avec un S. Et finalement, un autre dossier que je vais nommer Mesh. Et donc, mes 4 nouveaux dossiers sont prêts. Je peux commencer à glisser mes unités à l'intérieur. Mais par contre, vu que tous mes types d'unités vont avoir besoin de ces dossiers-là aussi, je vais directement les copier à l'intérieur de mes autres dossiers. Comme ça va être juste un petit peu plus rapide à créer. Donc, j'ai mes 4 dossiers ici que je peux maintenant copier dans ma slime. Copy here. Je peux les copier dans mon ranger. Copy here. Je peux les copier dans mon priest. Copy here. Je peux les copier dans mon chicken. Encore une fois, copy here. Et voilà. Donc là, tous mes dossiers sont créés dans toute ma structure ici. Et voilà, tout est bien créé. Maintenant, on peut simplement déplacer nos assets à l'intérieur. Donc, Animation Blueprint dans l'Animation Blueprint, Move Here. Nos animations, ils vont aller dans le dossier d'animation. Notre mesh, skeleton et tout, on peut les mettre dans le dossier de mesh. Et finalement, notre texture dans le dossier de texture. Ça, c'était pour le bat. On va faire pareil pour le chicken et on va faire pareil pour les autres aussi. Donc, Animation Blueprint dans Animation Blueprint, animation dans animation, skeleton mesh dans le mesh et finalement la texture dans la texture. Et on fait la même chose pour tous les autres. Et voilà, donc maintenant, chaque asset est séparé par type d'asset qu'il est. Donc, le mesh est tout seul, les animations sont toutes seules, les animation blueprint aussi, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est fait pour toutes nos unités. Je vais simplement faire un fix-up redirecteur encore une fois, faire sûr que tous les redirecteurs sont bien propres. Je vais faire un save all, fermer le projet et le réouvrir parce qu'on a quand même modifié beaucoup d'assets en même temps. Donc, juste s'assurer que l'étape a bien fonctionné. Et donc, quand Unreal est réouvert, je regarde le log, je fais sûr qu'il n'y a pas de rouge à l'intérieur et il n'y a pas de rouge, donc tout a bien fonctionné. Et maintenant, le dernier prérequis qu'on a à faire, c'est les préfixes de nos assets. Parce que dans mes blueprints class, ici, si je montre mes blueprints seulement dans tout mon projet au complet, j'ai certains blueprints qui ne commencent pas par BP. Donc, chacune de mes actions commence simplement par action ici. Il ne commence pas par BP. Ensuite, je crois que c'est tout en fait. Toutes les autres, BP spell, spell anime, commencent toutes par BP. Tout commence par BP sauf mes actions. Donc, on va devoir rajouter le BP underscore au début de toutes mes actions. Ensuite, pour mes textures, il faut rajouter TX underscore en dessous de toute l'autre texture qui ne commence pas par TX underscore. Donc, celle-là, ça fonctionne, mais les autres en haut ici ne fonctionnent pas. Et finalement, nos widgets blueprint doivent commencer par WBP. J'aime pas tant cette nomenclature-là, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va devoir la respecter. Donc, je vais devoir rajouter le préfixe en avant de tous ces widgets-là ici. Et donc, il y a beaucoup d'assets à renommer et ça ne tente pas de le faire manuellement. Donc, je vais vous montrer comment le faire automatiquement par code à la place parce que c'est plus intéressant de toute façon. Donc, pour ça, on va se créer un editor utility widget. Vous pouvez le créer n'importe où parce qu'on va devoir le supprimer après parce que ça ne respecterait pas les rules du marketplace. Donc, on va juste le créer temporairement. Donc, ici, dans Editor Utilities, on a le Editor Utility Widget. Je peux le renommer, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, on va le supprimer. Donc, ASD, c'est très bien. Je vais le sauvegarder. Voilà.
Ensuite, on peut l'ouvrir. C'est un widget complètement normal. Donc, ici, j'ai mon interface. Je vais simplement me rajouter un bouton pour qu'on puisse le cliquer et appeler notre code. Donc, voilà, j'ai un beau bouton. Il est très beau. Il est juste ici. Parfait. Maintenant, le code qu'on va exécuter ici, ça va être dans le graphe. Donc, je vais implémenter mon onClicked. Et maintenant, on va rajouter le code qui va nous permettre de renommer nos assets. Et la façon qu'on va faire ça, eh bien, ça va être simplement en sélectionnant tous les assets qu'on veut renommer. Donc, ici, on va faire un get selected asset parce qu'on va les avoir sélectionnés. Ensuite, on va looper à l'intérieur pour les renommer. On renomme tous les assets qu'on va avoir de sélectionnés. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter le préfixe au début du nom. Donc, on va commencer par nos blueprints. Je vais append un BP underscore avant le nom de mon asset et dire à Unreal de le renommer. Donc, maintenant, je peux compiler mon widget Editor Utility. Et donc, j'ai mon widget qui est prêt à être utilisé. Et pour l'utiliser, on va retourner ici dans notre Content Browser, right-click sur notre widget et on peut faire Run Editor Utility Widget ici qui va nous ouvrir notre widget. Bon, OK, mon bouton, il n'est pas très bien centré. Là, il est ici, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse l'utiliser. Donc, on puisse cliquer dessus. Donc, je vais juste rapetisser ma fenêtre ici, la déplacer. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et maintenant, je vais aller sélectionner tous les blueprints widgets que je veux renommer parce qu'on va à peine un BP underscore au début. Donc, je vais aller dans mes blueprints class ici. Je vais sélectionner tous mes blueprints qui n'ont pas de BP au tout début. Donc, toutes mes actions qui sont juste ici, jusqu'ici, voilà. Les autres, BFL, c'est bien ici, BML, c'est bien, BP Action, tout. Je crois que toutes les autres, on avait regardé, ça commence toutes par BP et c'est très bien, parfait. Donc, c'est vraiment juste nos actions qui sont juste ici. Ensuite, je peux simplement cliquer sur mon bouton. Unreal est en train de renommer tous mes assets, tout. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est plus rapide que de le faire manuellement. Et voilà, donc le travail est terminé. Maintenant, j'ai toutes mes actions ici, BP underscore action, BP underscore action, BP underscore action. Donc, on voit que ça a bien fonctionné. Maintenant, prochaine étape, ça va être nos textures. Mais pour ça, on va devoir aller modifier notre widget Editor Utility. Pour que ça fonctionne bien, pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais le fermer avant. Ensuite, on peut retourner dans le widget ici et on peut le renommer TX underscore parce qu'on veut rajouter un préfixe de texture au début de nos textures. Maintenant, on compile notre widget Editor Utility. Je vais faire clic droit sur mon widget et faire un run. Comme ça, on peut avoir accès à notre bouton on peut cliquer, on peut montrer toutes nos textures et on va sélectionner toutes les textures qui ne commencent pas par TX. Donc, toutes mes textures qui sont jusqu'ici, je crois. Donc, toutes ces textures-là ne commencent pas par TX. Ensuite, je vais scroller down, TX pour toutes les autres. Parfait. Donc, maintenant, je peux simplement cliquer sur le bouton. Et une fois qu'Unreal a fini de travailler, maintenant, toutes mes icônes commencent par TX underscore icon, TX underscore icon, TX underscore icon. Donc, on voit que la renommée a bien fonctionné. Parfait, on peut fermer notre bouton encore une fois, cacher nos textures et maintenant, on doit regarder nos widgets Blueprint. Il faut rajouter WBP au début de leur nom. Par contre, j'ai déjà beaucoup de widgets qui commencent par W underscore, donc je voudrais remplacer le W underscore par le WBP et l'ajouter à tous les endroits où il ne l'a pas. Donc, on va devoir aller modifier notre widget un petit peu plus notre code qui est juste ici. Donc, à la place de simplement faire un append, on va devoir faire un replace avant pour replacer le W underscore qui est déjà là. Donc, W underscore ici, on le remplace par rien. On va enlever le W underscore de notre string complètement s'il était déjà intérieur. Et ensuite, on va append WBP au tout début du nom. Donc, WBP underscore à la place de W underscore. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir compiler notre widget Editor Utility. On peut le rouler juste ici. On peut aller dans nos widgets Blueprint et sélectionner tous les widgets au complet parce qu'aucun ne commence par WBP parce que c'est la première fois que j'entendais ce préfixe-là. Et maintenant, je clique sur le bouton. Et voilà, donc Unreal a terminé de travailler. Tous mes widgets maintenant commencent avec WBP, 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 WBP. Donc, parfait, on dirait que ça a très bien fonctionné. Maintenant, je peux simplement supprimer mon éditeur Utility Widget parce qu'on n'en aura pas besoin et le Marketplace ne veut pas le recevoir. Donc, on le supprime. Je vais faire un fix-up redirecteur juste pour faire sûr que tout est bien réparé comme il faut. Voilà. Et maintenant, ici, très important, faites sûr de resauvegarder tous vos assets parce que les opérations qui se sont faites automatiquement pour les rename parfois brisent les liens, même si Unreal ne nous le dit pas. Ici, on dirait que tout est beau, mais si j'essaie de fermer Unreal et le réouvrir, je suis pas mal sûr que je vais avoir beaucoup de problèmes. Donc, faites sûr de tout sauvegarder vos assets avant de fermer Unreal. Donc, ici, dans vos blueprints, en fait, vous n'êtes pas vraiment obligé de sauvegarder aucun de ces assets-là. Ici, les levels, le hard, vous n'êtes pas obligé de le sauvegarder. C'est vraiment surtout les blueprints pour que ça répare bien tous les liens qui ont été modifiés entre vos blueprints. C'est un petit peu fatigant qu'il faut devoir faire ça, mais bon, c'est mieux de le faire que de devoir réparer tous les liens manuellement. Donc, vous pouvez faire clic droit sur votre dossier de blueprint et faire un Resave All. Unreal va tout sauvegarder au complet et ensuite, là, on devrait pouvoir fermer Unreal et le réouvrir pour faire sûr que tout fonctionne bien. OK, parfait, on est de retour dans Unreal. Maintenant, je vais regarder le log, faire sûr qu'il n'y a pas de rouge à l'intérieur, pas de rouge, donc parfait, tout va bien. Maintenant, on peut regarder, voir si le jeu fonctionne encore. Donc, on va regarder, mettons, le Chicken Hunt maintenant.
Je vais me déplacer ici, voilà, ça fonctionne, je peux lancer des sorts, ça marche bien, terminer mon tour, les AI semblent bien jouer leur tour, parfait. Je peux terminer mon combat, ça va me ramener au menu de départ. Voilà, maintenant je vais ouvrir mon debug map parce que j'ai vu que j'avais quelques petits problèmes ici la dernière fois que je l'ai fait, donc on va juste tester, faire sûr. Ma grille fonctionne bien, maintenant dans mon combat, je peux me rajouter des unités, tout. Je vais m'acheter quelques poulets, voilà. Et maintenant, si on essaie de commencer un combat, on dirait que je peux déplacer mes unités sur la grille, je peux changer d'unité. Tout semble très bien fonctionner. Parfait. Donc, on a tout bien renommé. Le projet fonctionne encore. Donc, je crois que c'est une très bonne victoire. Mais par contre, on n'a pas terminé. On a terminé tout ce qui est du formatting du projet et de renommer des choses. Maintenant, il reste juste à réparer les 2-3 petits bugs que j'ai trouvés pendant que je faisais le renommage, justement. Donc, on va aller faire ça. Donc, le premier problème est dans notre bouton d'action qui fait un Find Path to Target. Donc, Find Path to Target ici, button Action Find Path to Target. Donc, dans ce bouton-là, ce qu'on fait dans le graphe, on a un petit délai ici à la fin, donc un délai de 0,1 seconde avant de générer les reachables. Mais si jamais notre action se faisait détruire entre le moment où on commence le délai et qu'on termine le délai, ça nous fait une erreur, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement regarder, faire sûr que notre action est encore valide avant de lui demander de générer les reachables. Donc, je vais prendre mon action ici, je vais juste la déplacer à la fin et faire un is valide, faire sûr que l'action n'est pas détruite avant de générer les reachables, juste comme ça. Voilà. Donc ça devrait réparer le premier bug que j'ai remarqué. Donc on peut fermer ce widget-là, le sauvegarder évidemment. Et le prochain bug est relié à la console command slow-mo qui nous permettait d'accélérer la vitesse de notre jeu. Et la bug, dans le fond, c'est que les console commands ne fonctionnent pas dans un build qui est en type shipping. Donc, si vous packagez votre jeu et que vous faites un package de type shipping, les console commands sont désactivées. Et ça fait du sens parce qu'on veut désactiver tous les trucs de debug. Donc, c'est normal de désactiver les console commands, mais ça fait que dans notre cas, notre slow-mo, notre vitesse d'accélération et de décélération de notre jeu ne fonctionne pas. Donc, on va aller le remplacer par la bonne façon de faire. Donc, pour ça, je vais aller dans mon widget de combat parce que c'est là qu'on l'utilise. Donc, WBP Combat, j'aime vraiment pas ce nouveau préfixe. Donc, WBP Combat ici. Et ici, dans le coin en bas à gauche, c'est ici qu'on cliquait pour accélérer et ralentir la vitesse de notre jeu. Donc, je vais aller dans mon graphe et je vais aller remplacer mon Execute Console Command qui est ici pour Slow-Mo 1, 3 et 1. Je vais les remplacer par Global Time Dilation. Donc, Set Global Time Dilation pour accélérer la vitesse du jeu de la bonne façon. Donc, x1 quand on le remet à la vitesse normale, x3 quand on le remet à la vitesse accélérée et x1 quand on détruit notre widget, évidemment. Donc, voilà. Comme ça, on délite les Execute Console Command et on les remplace par les Set Global Time Dilation. Voilà, ici et ici. Voilà, donc là, maintenant, ça devrait bien fonctionner, même si vous êtes dans un build de mode shipping. Parfait, donc ça, c'est fixé aussi. Et le prochain bug arrive seulement dans notre map de debug. Donc, dans notre map de debug ici, si j'ai une unité sur la grille et que j'essaie de lancer un sort, donc je sélecte mon unité et que j'essaie de lancer un sort, donc on va dire clic droit ici, on voit que ça fait tout plein de problèmes, ça freeze le jeu et là, le jeu est complètement brisé. Si on fait stop, et voilà, on a tout plein d'erreurs. Et ça arrive simplement parce que le combat system essaie de passer à la prochaine unité une fois que l'unité a fini de lancer son sort. Donc, si je vais dans mon combat system ici, combat system qui est juste ici, on va aller dans la fonction qui lance le sort. Donc, dans nos spells, notre fonction cast spell, on peut voir qu'à la fin, donc, il fait toute la logique, tout. Et quand il arrive à la fin de notre fonction ici, on passe à la prochaine unité. Si jamais l'unité actuelle vient de se suicider, mais en ce moment, notre current unit n'est pas valide vu qu'on n'est pas dans un combat. Donc, notre current unit n'est pas valide. Ça fait en sorte que le is alive ici, par défaut, return false parce que c'est juste la façon que le code fonctionne. Et ensuite, vu ici que c'est false, ça essaie de passer à la prochaine unité, mais donc on n'est pas en combat, donc on ne peut pas sélectionner la prochaine unité non plus. Donc ça crée vraiment un gros bordel et c'était un petit peu difficile à trouver. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement regarder si notre unité current est valide avant de regarder si elle est vivante. Donc is valide juste ici. Je regarde si mon unité current est valide et là, ça devrait réparer le problème. Donc on peut fermer le combat system. Et maintenant, de retour dans ma map de debug, je peux sélectionner mon unité et lancer mon sort sans problème et on voit que ça fonctionne bien et je n'ai pas un gros bordel de rouge dans le log. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, en ayant l'unité sélectionnée, si jamais je fais stop ici, on voit que Unreal a freezé et j'ai un gros erreur dans le log. Encore une fois, cette erreur-là arrive juste une fois par ouverture d'Unreal. Donc, si vous ne la voyez pas, vous allez probablement avoir besoin de fermer Unreal et le réouvrir. Et là, ça va faire apparaître cette erreur-là dans le log. Et ça ne nous indique pas trop c'est quoi le problème. Mais dans le fond, le problème, c'est qu'on essaie de régénérer notre liste de spells. Donc, on essaie de créer des button spells ici.
lorsque le monde est en train de se détruire. Donc, on essaie de spawner des widgets dans le monde alors que le monde est en train de se terminer. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans notre button action cast spell et l'empêcher de générer une liste lorsque le monde se détruit. Donc, on va aller dans notre button action cast spell, juste ici, et l'endroit où ce que la liste est générée, c'est dans le graphe, et c'est ici, unselected tile change et unselected action change. On voit que ça appelle notre set spell list ici. Et on exécute aussi tout plein de logique ici qu'on veut aussi pouvoir canceller si jamais notre monde est en train de se détruire. Et de la façon qu'on va regarder si le monde est en train de se détruire, dans le fond, en ce moment, on est connecté à des callbacks qui sont sur le player action. Donc, quand le player action exécute ces actions-là, ça nous exécute nos événements qui sont ici. Et là, on va simplement les déconnecter lorsque le player action est en train de se faire détruire. Donc, on va se connecter à un autre callback. Le callback, ça va être onEndPlay. Assign onEndPlay, juste ici, voilà, sur notre player action. Donc, quand notre player action est en train de se détruire, on va déconnecter les deux autres callbacks. Comme ça ne va pas continuer de se faire appeler même quand le player action est en train de se faire détruire parce qu'ils se font appeler une dernière fois avant que le player action se fasse détruire. Donc, mon player action ici, je peux faire unbind event from unselected action change, qui est notre premier callback qui est juste ici. Donc, on peut connecter ça juste ici. Là, ça ne sera pas très propre, mais on peut connecter l'événement juste comme ça, juste ici. Voilà. Donc, ça, c'est le même événement ici et ici. Et ensuite, on va faire un autre unbind event from unselected tile change, qui est le deuxième event qu'on a juste ici. Donc, celui-là, il va aller se connecter tout en bas complètement. Ou si vous voulez essayer de le faire un petit peu plus propre, vous pouvez toujours ajouter des reroute nodes ici en plein milieu. Comme ça, au moins, on sait que les deux événements sont connectés ensemble ici. Et on peut faire la même chose juste ici. Je ne sais pas si ça rend les choses un petit peu plus propres ou non. C'est quand même un petit bordel ici. Ça serait probablement mieux de refaire des create events à la place de les connecter avec les liens rouges. Mais bon, pour l'instant, ça va être suffisant. Donc, on peut compiler et voilà, et sauvegarder et fermer le bouton. Et là, ça devrait réparer l'erreur. Je vais restarter Unreal pour pouvoir le tester. Parfait. Donc, j'ai restarté Unreal. Maintenant, je vais essayer de lancer mon sort, faire sûr que ça fonctionne. Parfait. Et si je fais stop, et voilà, je n'ai pas d'erreur dans mon log. Parfait. On peut passer à la prochaine erreur. Et celui-là est aussi relié au spellcasting de nos unités. Donc, si j'essaie de lancer mon sort de mon unité ici avec le clic droit, on voit que ça fonctionne seulement la première fois, mais ça ne fonctionne plus ensuite. Et même chose pour le Sword Throw. Si je le lance quelques fois, ah non, lui, il fonctionne toujours. Et dans le fond, c'est simplement parce que le Sword Slash, ici, il y a un cooldown de 1 tour et on a reset jamais le cooldown quand on utilise notre cast spell menu, comme ça ici. Donc, on va aller resetter notre cooldown aussi. Donc ça va être dans notre action cast spell. Donc BP action cast spell, pas celui qui est en combat, vraiment celui qui est dans le debug menu. On va aller dans l'exécute action et ici à la fin on resettait. Donc à la fin de notre exécutation, on resettait les action points et les mouvements de points. On va aussi resetter les cooldowns et le nombre de turns que le spell a été casté pendant le tour. Donc on reset tout ça ici et là ça va nous permettre de lancer notre sort autant de fois qu'on veut dans le jeu. Sélectionner mon unité pour lancer mon sort et maintenant je peux faire clic droit et lancer mon sort autant de fois que je veux. Parfait. Ensuite, les deux prochains bugs qu'on a fixés, ça va être relié à notre grille tactique. Et je ne vais pas vraiment vous les montrer parce que c'est pas tant nécessaire, mais donc ça va être dans le grid visual. Donc, grid visual. Et je vais expliquer c'est quoi les erreurs en même temps qu'on va les réparer. Donc, dans le set is tactical, ici, pendant qu'on set notre grille comme étant tactique, à la fin, on essaie d'ajouter toutes les tiles instances dans notre grille, mais si jamais on n'avait jamais généré notre grille avant de demander à notre grille d'être en mode tactique, la grille ici n'est pas valide. Donc, on va simplement regarder, OK, est-ce que la grille est valide avant d'ajouter toutes les instances à l'intérieur? On fait simplement s'assurer que la grille est valide, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le deuxième problème qu'il y a avec la grille tactique, c'est les collisions. Même si on cache la grille tactique, les cubes de la grille tactique continuent d'avoir des collisions et ça bloque le curseur de la souris quand on essaie d'override des cases et c'est pas très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va retourner en arrière un tout petit peu ici et je vais me rajouter une petite séquence juste ici entre le bloc de code qu'on avait là et la suite. Et ici, ce que je vais faire, c'est soit activer ou désactiver mes collisions de ma grille tactique dépendant si je suis en mode tactique ou non. Ici aussi, je m'assure que ma grille est valide parce que si jamais je n'ai pas généré ma grille, encore une fois, le Grid Mesh Ins Tactical ne sera pas valide lui non plus. Donc, on s'assure qu'il est valide et ensuite on set le Collision Enable dépendant si le mode tactique est activé. Si le mode tactique est activé, on active les collisions, sinon on les désactive. Voilà, donc j'espère que les explications faisaient assez de sens pour pas que j'ai besoin de vous montrer l'exemple de pourquoi ça marchait pas. Et maintenant, pour le prochain bug, c'est quelque chose que j'aurais dû fixer depuis très longtemps et c'est dans le fond notre curseur sur notre grille. Parfois, le comportement est un peu étrange, comme ici, je passe mon curseur dans le vide et ça sélectionne des cases à droite. C'est vraiment étrange et ça fait la même chose un peu partout. On voit que mes cases flicker quand je passe mon curseur un petit peu partout sur la grille et c'est pas très agréable. Et encore pire, quand j'ai ma souris en dehors de l'écran, ça sélectionne la case qui est juste ici.
vous pouvez voir que si ma souris est en dehors de l'écran, ça sélectionne cette case-là par défaut et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc tout ça, c'est des petits problèmes qu'on aurait dû fixer depuis relativement très longtemps, mais là, on va le faire aujourd'hui parce que c'est vraiment fatigant quand on essaie de débugger notre jeu ou même juste de jouer au jeu. Donc ça va être dans notre grille. Donc on peut ouvrir notre BP Grid. BP Grid juste ici. Et la première chose qu'on va réparer, c'est la case random qui devient sélectionnée lorsqu'on passe notre souris en dehors de l'écran. Et ça va être dans notre Get Tile Index from World Location. Je vais aller à l'intérieur de cette fonction-là. Et ici, il n'y a nulle part qu'on regarde si le World Location qu'on reçoit en input est valide. Donc, peu importe c'est quoi le World Location qu'on reçoit en input, on essaie de calculer une case basée sur ce World Location-là. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est au tout début de la fonction, avant de faire tout le restant de la logique, je vais simplement regarder, m'assurer que la location qu'on reçoit en input n'est pas égale à moins 999, moins 999, moins 999. Si elle est égale à ce chiffre-là, on va simplement retourner moins 999, moins 999 comme case sélectionnée parce que c'est pas un index qui est valide, puis c'est ce qu'on veut. Notre location n'est pas valide, donc l'index qu'on va retourner n'est pas valide non plus. Et ça devrait réparer la case qui devient sélectionnée random quand on sort notre souris de l'écran. Ensuite, la prochaine chose qui est un problème, c'est nos collisions, de la façon qu'on les utilise. Donc, je vais aller dans Mouse Cursor ici et ça va être dans Get Cursor Location on Grid. Donc, ici, ce qu'on fait en ce moment, c'est on regarde tout d'abord si notre curseur est sur la grille. Ensuite, on regarde si notre curseur est par-dessus le sol. Et finalement, on regarde si le curseur est par-dessus un plane qui est invisible au niveau du 000 dans votre monde. Mais nous, on ne veut pas vraiment exécuter ces trois étapes-là à toutes les fois. Donc, quand on est en combat, on veut vraiment juste utiliser la grille parce que la grille est déjà générée. On veut utiliser la grille. Le ground, on veut peut-être juste l'utiliser quand on essaie de spawner des unités dans l'overworld parce que la grid n'existe pas. Et aussi, peut-être quand on essaie d'ajouter de nouvelles cases sur notre grille. Et finalement, le empty plane qu'on a juste ici, on veut seulement l'utiliser quand on essaie d'ajouter des cases sur la grille. On ne veut pas l'utiliser pour spawner des unités dans le monde, on ne veut pas l'utiliser quand on est en combat non plus. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'avoir un if, else if, else if, else if comme ça, je vais me faire une séquence basée sur des booléens qu'on peut lui passer en input dépendant de quelle partie du code qu'on veut exécuter. Donc, je vais me rajouter deux nouveaux booléens ici. Donc, un qui s'appelle trace for ground et un qui s'appelle trace for empty space. Donc, ça va nous dire si on veut utiliser le sol et le empty space lorsqu'on fait des collisions avec notre grid. Et ensuite, je vais me rajouter une petite séquence ici, une séquence de 4 éléments. Le premier élément, ça va être notre premier call parce qu'on va toujours le faire. On va toujours exécuter notre line trace qui essaie de trouver notre grille parce que ça fait du sens. Si la grille est là, on veut tracer sur cette grille-là. Ça, c'est juste évident. Ensuite, pour la deuxième pin, je vais la connecter juste ici entre les deux, basée sur un if. If on veut tracer. Pour le ground, on va faire notre line trace qui s'occupe de regarder si le ground est présent. Et ensuite, je vais faire la même chose pour la pin 2 que je vais connecter avec un autre if ici si on veut tracer pour l'empty space. Si on veut trace pour l'empty space, on va utiliser notre line plane intersection qu'on a juste ici. Donc, on fait notre line trace pour notre grille. Ensuite, on essaie de faire notre line trace pour le ground et ensuite pour l'empty space. Et ensuite, bon, on ne veut plus utiliser notre if, else if parce qu'on utilise notre séquence. Donc, je vais juste déconnecter les false que j'ai ici, false que j'ai ici et false que j'ai ici. On va simplement exécuter ces trois bouts de code-là en séquence. Et ensuite, mon return que j'ai juste ici, quand on n'a rien trouvé, je vais simplement le mettre à la fin de ma séquence. Donc, juste ici. Comme ça, si jamais un de mes line trace a fonctionné, ça va return les bonnes values, return les bonnes values, return les bonnes values. Et si jamais aucun de mes line trace a fonctionné, on va se rendre à la fin de la séquence et on va pouvoir appeler notre return qui est juste ici. Et finalement, dernière petite chose, je me suis rendu compte que si je cochais le trace complexe ici, j'avais un meilleur résultat. C'est pas toujours le cas, mais dans mon cas en ce moment, c'est plus stable si je coche la petite case. Donc, je vais simplement la cocher. Et maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller à tous les endroits où on utilise cette fonction-là dans le projet et updater nos function calls parce qu'on vient de modifier la définition de la fonction. Donc, je vais juste faire un find de référence qui est utilisé une fois dans ma grille. Donc, on peut commencer par celui-là ici. Et voilà, c'est où on était au tout début. Donc, on peut aussi lui passer si on veut utiliser le trace for ground or empty space dans cette fonction-là. Donc, je vais faire la même chose, je l'ai connecté juste ici. Voilà. Mais par contre, ça veut aussi dire qu'il faut trouver tous les endroits dans le projet où cette fonction-là est utilisée. Je vais commencer par terminer de regarder où ce que le get cursor location on grid est utilisé. Donc, je vais cliquer sur les petites jumelles ici qui va me montrer dans le projet qu'il est utilisé dans le WBB tab grid. Donc, je vais double-cliquer sur celui-là pour l'ouvrir, qui est juste ici. Et on l'utilise. Et ici, c'est juste des informations de debug. Donc, je vais simplement tout cocher les cases parce que je crois que c'est utile de voir un résultat qui contient tous les line traces lorsqu'on fait du debug. Donc, c'est pour ça que je coche toutes les petites cases qui sortent ici. Parfait. On peut compiler ce blueprint-là. Ensuite, on va retourner regarder dans notre liste de find in blueprint et on dirait que la fonction n'est pas utilisée ailleurs. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, on retourne dans notre BP grid et notre autre
autre fonction qu'il faut trouver ailleurs dans le projet, savoir où elle est utilisée, c'est le get tile index under cursor. Donc, je vais juste faire un find référence encore une fois. Je vais cliquer sur les petites jumelles pour trouver tous les endroits dans le projet que c'est utilisé. Et c'est utilisé dans le player action et dans notre table de grid. Dans notre table grid, c'est le même endroit qu'on était juste avant. Donc, on a déjà coché les petites cases. Mais par contre, dans notre player action, là, il va falloir changer quelques petites choses. Donc, on va retourner dans notre player action. Et comme ici, c'est pas aussi simple que le widget parce que les inputs vont varier dépendant du contexte, je vais me créer deux nouvelles fonctions. Donc, une première fonction et une deuxième fonction. La première fonction, je l'ai nommée canOverground et elle est juste ici. Elle retourne un booléen en output qui nous dit si on veut utiliser le ground dans nos calculations. Et ici, j'ai fait sûr que ma fonction soit pure. Et la raison pourquoi on voudrait overray le ground, c'est si jamais on est en train de rajouter ou d'enlever une unité dans l'overworld. Ça, on veut pouvoir le faire sur le ground. Et même chose quand on essaie de déplacer des unités dans l'overworld. Parce que quand on est dans l'overworld, on n'a pas de grid, donc il faut faire nos calculations basées sur le ground. Et ensuite, relativement la même chose, notre fonction canOverEmptySpace. À l'intérieur, on regarde si on est en train d'ajouter une case. Parce que si notre action est en train d'ajouter une case sur notre grille, c'est possible qu'on ne soit ni par-dessus le sol, ni par-dessus une grille existante, parce qu'on essaie d'ajouter une nouvelle case. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'empty space, donc le plane qu'il y a autour de 0, 0, 0. Donc voilà, même fonction, c'est une fonction pure qui retourne un booléen en output. Et c'est tout. Maintenant, il nous reste juste à aller connecter nos deux fonctions aux endroits où la fonction est utilisée dans notre player action. Donc, je l'ai juste ici dans Update Over the Tile and Unit. Ici, je peux simplement connecter mes deux fonctions comme ça. Donc, canOverGround, il va nous dire si on veut tracer pour le ground. canOverEmptySpace va nous dire si on veut tracer pour l'empty space. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, il reste le deuxième endroit. Donc, je retourne dans Find Blueprint ici dans Get Unit Under Cursor. Je vais double-cliquer dessus. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais connecter mes deux nouvelles fonctions comme input. Et voilà, ça devrait fonctionner. Et ici aussi, tant qu'à être ici, je vais simplement cocher la case de Trace Complex à mon Unit Channel parce que je trouve que le résultat est un petit peu meilleur. Parfait. Maintenant, je peux compiler et tout devrait fonctionner. Et voilà, donc on dirait que ça fonctionne bien parce que en ce moment, quand je passe ma souris sur la grille, on dirait que c'est beaucoup plus stable. Ça ne sélectionne pas des cases qui sont complètement random. Et si je passe ma souris en dehors du viewport, on dirait que ça ne sélectionne pas des cases qui sont random non plus. Parfait. On devrait aussi être capable de continuer d'ajouter des cases si on veut. Donc ici, j'ai un plane vide qui me permet d'ajouter mes cases. Ça semble bien fonctionner. Voilà, ça fonctionne relativement bien. Parfait. Et on dirait que ça règle tous nos problèmes. Donc super. Mais par contre, en fixant ce dernier problème, je me suis rendu compte qu'il y a un autre petit problème dans le code que je viens de me rappeler. Là. Dans le fond, si on s'en va dans notre action Add Remove Unit from Overworld, donc on va ouvrir notre action ici, et qu'on s'en va dans le Execute Action, ça c'est vraiment juste parce que je viens de m'en rappeler que je me suis rendu compte que ça arrivait, mais ici on regarde si notre index n'est pas égal à moins 999, moins 999. Techniquement, ça fait du sens, mais ça peut causer des problèmes si jamais votre grille n'est jamais créée, donc les index sont jamais valides, donc vous ne seriez pas capable de spawner vos unités dans l'Overworld, et je crois que ça fait pas de sens du tout. Donc ce que je vais faire, c'est simplement supprimer ce bout de code-là qui est ici, parce que de toute façon, on s'en fout des index de la grille quand on essaie d'ajouter des unités dans l'Overworld, parce que les unités, ben, ils vont être ajoutées dans l'Overworld, pas sur la grille. Parfait, donc on peut fermer ce blueprint-là aussi. Et maintenant, le prochain bug est relié à Unreal 5. Dans le fond, c'est un problème que vous avez probablement déjà vu avant si vous utilisez Unreal 5, mais dans le fond, c'était que notre navigation ne se faisait pas générer correctement au début lorsqu'on loadait nos niveaux. Et ça arrive juste dans Unreal 5. Je ne sais pas pourquoi c'était bien dans Unreal 4, mais bon. On va le réparer quand même parce que c'est important de supporter Unreal 5, on dirait. Donc ça va être dans notre level loading. Level loading, et voilà le blueprint qui est juste ici. Et on va aller dans notre begin play parce que le problème arrive seulement quand on load notre level au tout début du jeu. Donc ici on load le level comme on le faisait avant, mais là vu que j'ai un problème avec notre navigation dans Unreal 5, ce que je vais faire c'est dire à mon level loading de le reloader une deuxième fois après un petit délai. C'est super cheap comme fixe, c'est pour ça que je me suis mis un to-do, il va falloir que je nettoie ça plus tard. Je voulais juste mettre mon projet sur le marketplace le plus vite possible, donc avec ce petit délai là ici ça répare le problème, donc c'est correct pour l'instant. Parfait. Donc maintenant, je vais juste compiler et sauvegarder ça. Maintenant, ça devrait réparer le problème sur Unreal 5. Et la dernière chose que j'aimerais réparer avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelques bugs qui impactent encore une fois Unreal 5. Et donc, juste dans Unreal 5, ici, j'ouvre mon level. Ici, j'essaie de faire play. On voit que mon interface a de l'air un petit peu différent. Ici, mes boutons ont tout un petit outline blanc et c'est pas très beau, mais bon. C'est pas très grave, donc je vais le laisser là. C'est pas un gros problème. Mais par contre, si je vais dans ma map de debug, ici, bon, l'interface pas très beau, mais au moins, c'est pas trop pire. Ça impacte pas trop. Par contre, nos combo box ici, si on essaie d'expand les combo box, on voit que le texte n'est pas lisible à l'intérieur et ça, honnêtement, c'est pas très bon. Donc, je vais juste faire en sorte que le texte il soit visible au moins. Et ça, c'est fixable dans Unreal 4. Ça va juste se répliquer dans Unreal 5 automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on va le fixer. C'est super facile à réparer. Donc, on va réparer nos combo box qu'on a dans notre projet. Ensuite, si je regarde les
les autres choses. Est-ce que j'ai d'autres combo box ailleurs? Je sais pas trop. Ah, j'ai des boutons d'utilité ici qui ont l'air très beaux. Ils ont l'air de bien fonctionner, donc ça, c'est bien. Par contre, mes boutons de sort, si je m'en viens ici, on voit que mes boutons de sort sont pas très beaux. En fait, si je zoome, voilà, on voit que les boutons de sort ont un outline vraiment laid, gris. C'est, ouais, puis ils sont faits sur le long. Faut qu'on répare ça, c'est vraiment pas beau. Donc, on va réparer ça. Ah, j'ai d'autres combo box ici qu'on va devoir réparer aussi. Donc, on va réparer les combo box. Ensuite, si je commence un combat pour qu'on puisse voir le widget de combat, là, les shaders compile, parce que c'est la première fois que j'ouvre Unreal 5, mais bon, peu importe. Voilà, donc j'ai mes unités ici, et mes widgets de combat semblent bien fonctionner. Donc, c'est pas le plus beau, mais ça fonctionne bien, donc c'est parfait. Sauf les spells, ici, on voit qu'ils sont vraiment laids. Donc, on va réparer nos boutons de spells et les combo box sont là dans notre projet. Et tout ça, c'est réparable directement dans Unreal 4. Donc, j'ai pas besoin de les fixer spécifiquement dans Unreal 5. Donc, c'est super. Donc, on retourne dans Unreal 4. Donc, de retour dans Unreal 4, la première chose qu'on va réparer, c'est nos boutons de sort. Donc, je vais aller dans WBP Spell, qui est à quelque part ici. Ah, et voilà, WBP Button Spell, ici. À l'intérieur de ça, j'ai mon bouton qui a un spell. Et le problème qui arrive dans Unreal 5, c'est que dans le fond, dans nos boutons ici, il y a le style. Et dans le style, il y a le padding. Et le padding, par défaut, dans Unreal 5 est différent du padding par défaut dans Unreal 4. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Mais pour que Unreal 5 n'utilise pas le nouveau padding par défaut, il faut que nous, on fasse une modification au padding qui est utilisé par défaut dans Unreal 4. Parce qu'ici, il n'y a pas la petite flèche jaune à côté. Donc, ça va dire à Unreal 5, OK, utilise la valeur par défaut, c'est bien. Mais dans notre cas, la valeur par défaut dans Unreal 5 n'est juste pas bonne. Donc, c'est pas génial. Donc, ce que je vais faire, c'est changer le padding, autant le normal que le pressed. Je vais les mettre à 2.1, 2.1. Voilà, une toute petite différence. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, quand on va arriver dans Unreal 5, ça va utiliser les paddings qu'on a écrits manuellement ici, vu que les petites flèches à côté sont apparues. Comme ça va dire à Unreal 5, n'utilise pas les valeurs par défaut. Tes valeurs par défaut ne sont pas bonnes. Prends les valeurs qu'on a écrites à la place, donc 2.1. Et voilà. Donc là, si je retourne dans mon jeu, ça ne devrait pas rien avoir brisé. Donc, si je m'en vais dans mon niveau ici, maintenant j'ai mes boutons, je peux cliquer dessus. Ça fonctionne comme avant. Et dans Unreal 5 aussi, il devrait avoir le même padding. Donc, les boutons devraient rester carrés. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Mais avant qu'on retourne dans Unreal 5 pour voir le résultat, je vais réparer les combo box, comme ça on va tout voir en même temps. Donc pour les combo box, je l'utilisais dans le tab grid, et voilà. Et ensuite, c'était dans un button d'action que je me rappelle plus, c'était le spell range pattern. Button action show spell range pattern. Et voilà, c'est un long nom, mais c'est dans ce bouton-là. Voilà. Donc, on a deux combo box. On a une ici et ici. Et ensuite, dans le tab grid, on a deux combo box aussi. Une ici et ici. Et c'est les seuls 4 combo box qu'on a dans notre projet. Donc, on est chanceux. On n'a pas besoin d'aller partout dans le projet. C'était les seuls endroits où ce qu'on en avait. Donc, ça, c'est bien. Et le problème, c'est relativement la même chose qu'on a pour le padding de nos boutons de sort. La couleur qui est utilisée par défaut pour le texte qui est affiché dans nos combo box. Dans Unreal 5, il est noir sur fond noir. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans Unreal 4, il était blanc, donc on ne l'a pas changé, tout était beau, le texte était blanc, ça marchait bien. Mais dans Unreal 5, vu qu'il est noir, si on utilise la valeur par défaut, ça brise tout. Donc ce qu'on va faire, c'est écraser la valeur par défaut. Comme ça, dans Unreal 5, il va utiliser notre valeur à nous au lieu d'utiliser la leur. Donc ce qu'on va faire, c'est ici dans le style de nos combo box, le item style, c'est les boutons qui apparaissent quand on clique sur la combo box. Ici, j'ai mon text color qui est blanc par défaut, donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Mais comme la couleur par défaut dans Unreal 5 n'est pas blanche, ce qu'on va devoir faire, c'est changer notre couleur par défaut un tout petit peu, comme ça va être une couleur différente que la couleur 100% par défaut. Voilà, j'ai cliqué, ça fait pas une grosse différence, c'est encore blanc, mais c'est différent de la couleur par défaut, juste assez pour que Unreal détecte que notre couleur a été rentrée manuellement. Donc, Unreal 5 n'utilisera pas la couleur par défaut à la place. Voilà, donc on compile ça et on va aller faire la même chose dans notre autre bouton, dans notre widget qui est ici. On a nos deux combo box, on les sélectionne, on s'en va dans notre item style, le text color, et on change de texte pour pas qu'il utilise la valeur par défaut. Donc, juste comme ça. Voilà, ça fait pas une grosse différence, mais c'est suffisant pour que Unreal 5 détecte qu'il y a un changement et utilise notre couleur à la place de la sienne. Voilà, maintenant je vais aller dans ma debug map, on va aller tester ça. Donc, dans ma grid ici, j'ai mes deux combo box. Ici, je vois encore mon texte. Donc ça, c'est bien. Oups. Et j'ai d'autres combo box ici. Ça fonctionne bien. Et ensuite, dans combat, donc dans spell, j'ai mon show spell range ici, qu'on voit que j'ai des combo box et j'ai du texte. Et le texte est très bien lisible. Parfait. Maintenant, on va aller dans Unreal 5 pour voir si tout fonctionne bien. Et voilà, donc de retour dans Unreal 5. Je suis dans ma map de debug pour que je puisse voir mes combo box. Donc j'ai mes combo box ici. Si je clique dessus, on voit que le texte est blanc comme qu'on a écrit dans Unreal 4. Donc ça, c'est super. On est maintenant capable de lire le texte. C'est une très bonne chose. Ensuite, si je vais voir mes
spells. Si j'essaie de lancer mes spells, on voit que maintenant mes spells, les boutons sont tous carrés, comme dans Unreal 4. Hey! C'est exactement ce qu'on veut. C'est super. Et ensuite, dans le Show Spell Range, même chose, je devrais être capable de lire mon texte qui est ici et mon texte qui est ici. Voilà, parfait. Donc, ça devrait conclure tous les changements qu'on avait à faire pour que notre projet soit capable d'être mis sur le Marketplace, chose que vous ne pouvez pas faire, mais que j'ai fait. Donc, yay! Mon projet sur le Marketplace maintenant, super. Donc, parfait, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Les quelques prochaines vidéos vont vraiment être des vidéos récapitulatives pour les gens qui achètent le projet sur le Marketplace. Donc, ça va plus ou moins vous concerner. Donc, vous pouvez les regarder si vous voulez, mais sinon, c'est pas vraiment important. On va se retrouver un petit peu plus tard avec du vrai contenu lorsque je vais commencer à implémenter toutes les mécaniques que vous avez demandées dans les sondages. Donc, pour l'instant, c'est tout. On se revoit dans le prochain. Bye bye!